Oui, bonsoir, on vous entend très bien. Allô? Oui, mais désolé pour le souci d'Internet, hein, désolé pour le souci d'Internet. Euh, je me suis déjà présenté le modérateur Kodio Kouali, responsable d'association de cette conférence aujourd'hui. Donc, je suis là, Characho de Ro, chacun de nous va se présenter et je pense que cette conférence. Oui, vous me recevez? On reçoit, mais ça coupe au fait. Bon, je pense que cette fois-ci, vous avez la parole alors. Vous avez la parole. Je peux faire une suggestion. Si vous avez un problème d'Internet, c'est mieux d'enlever la vidéo pour garder seulement l'appel. Si vous avez un souci d'Internet. Pardon? Je pense que si vous avez un problème d'Internet à votre niveau, il faut couper la vidéo. Je coupe la vidéo. Donc, c'est coupé, hein, la vidéo est coupée. C'est bon. Je pense que la vidéo est coupée, donc Maintenant, on vous vous avez entend la mieux parole. maintenant. Euh, ok. C'est pour la présentation de chacun, c'est ça? Allô? Oui, allez-y. Mais qui peut commencer? Oui, rebonsoir tout le monde, rebonsoir tout le monde. Je pense que c'est un souci de connexion, mais je pense que tout est déjà réglé. Je suis le modérateur, M. Kodjomaou Koualiboué, Togolais de nationalité et responsable d'association Point Focal Copal Togo. Je pense que tout au long de notre conférence, on essaiera de se découvrir encore mieux. Raïssa est là, Raïssa est là. Merci beaucoup. Et Sob d'ici est là. Anne est là. Anne est là. Oui, je suis là. Anne. Ah, vraiment, ça fait vraiment bien. Ok. Anne, vous avez la parole pour la présentation. Présentez-nous qui vous êtes. D'accord. Alors, je m'appelle Anne-Célina Carvalho, mais tout le monde m'appelle de Annie. Je viens de Sao Tomé et Principe, des îles, et j'habitais en Éthiopie pendant un an. Je travaillais avec la jeunesse et la femme. Maintenant, je suis un stagiaire avec l'Union africaine pour le département de la femme, de genre et développement. Je viens d'entrer à Londres, alors que je suis là maintenant. Et je travaille sur mon projet aussi qui c'est personnel, qui s'appelle Find Africa. Okay. On cherche de trouver des informations sur le continent pour partager avec tout le monde. Comme ça, on peut connaître notre continent un peu plus.
Alors que ma langue maternelle, c'est le portugais, je vais essayer de parler en français aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Raissa est là. Raissa, je vais vous écouter avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Anissé. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Aïssa Ouéa. Je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci. La voix est partie. La voix est partie. Vous me recevez? Oui, je te reçois. Donc, nous n'allons pas tergiverser. Je pense que nous allons aller. Tchèque est là. Tchèque de la Côte d'Ivoire. Ok, bonjour. Je suis Cheikh Traoré, président fondateur de l'ONG 350 Côte d'Ivoire. Il faut dire que 350 Côte d'Ivoire, c'est une ONG à but non lucratif qui milite dans le sens du changement climatique. Elle est aussi elle œuvre à la promotion d'un développement humain, solidaire et durable au niveau de la Côte d'Ivoire. Et elle est membre de la plateforme Africa VUCA qui entend lutter contre les énergies fossiles. Et aussi, elle est branche locale de l'organisation 350.org. Et principalement, les actions de l'ONG s'articulent autour de la promotion et des solutions écologiques de leadership pour la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Tchèque. Je te prends encore au mot, vu que nous sommes vraiment les trois panélistes. Il y a Anne, il y a Raissa et puis il y a Traoré Tchèque. Parlez-nous encore beaucoup plus de votre organisation. Je pense que vous avez déjà fait le briefing, mais je veux vraiment vous écouter à fond tout à l'heure quand vous parliez. Vous me recevez? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand vous évoluiez, vous avez parlé de président fondateur de l'organisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous intervenez dans le domaine du changement climatique. J'aimerais vraiment beaucoup plus que vous nous approfondissiez un peu quelques-unes de vos activités avant la pandémie. Merci encore pour cette opportunité. Et il faut dire que si je dois commencer par une genèse, en fait, j'ai commencé l'histoire de l'engagement dans la vie associative par rapport à une compétence dans le domaine du recyclage. Et j'ai vu que ça n'existait presque pas. Et avec une certaine volonté, j'ai monté l'ONG, avec bien sûr l'appui au niveau international de l'organisation, mais comme je l'ai dit, 350.org, qui milite activement contre le changement climatique. Et principalement, ce problème-là m'a touché, parce qu'on a constaté beaucoup de dérèglements et c'était le seul moyen pour moi d'en savoir un peu plus. Et donc, quand j'ai eu l'autorisation de mettre sur place l'organisation, il fallait maintenant trouver des actions qui vont avec. Et donc, comme j'ai dit aujourd'hui, le problème du changement climatique, c'est un problème réel. Et il faut vraiment autant de solutions assez innovantes. Et donc, 350 Côte d'Ivoire, eux, justement, à la promotion d'un développement humain, quitte à développer aussi le leadership auprès des jeunes, des populations, et à développer aussi une économie circulaire et durable, et surtout à être solidaire pour des personnes qui n'ont pas assez d'informations. Donc, voici un peu. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ça donne vraiment gain au cœur d'avoir eu cette intention, cette vraiment grande idée de mettre sur pied une organisation à taille internationale pour pouvoir booster un tout petit peu ce qui ne va pas dans nos communautés. Annie est là?
Oui, Annie, oui, merci beaucoup. Annie, je veux vraiment vous connaître, je veux vraiment savoir beaucoup de choses de vous et de votre organisation. d'accord. Et c'est sur l'organisation que je travaille avec ou l'organisation que je prie? Sur quoi exactement? Allô? Je vous reçois 5 sur 5. Vous avez le plancher. D'accord. Alors que, comment je dis, je travaille avec l'Union africaine pour le département de la femme, genre et développement. Et maintenant, on a beaucoup de projets sur les Covid, sur la femme africaine surtout. Alors qu'on, par exemple, on cherche des actualisations sur les Covid et la femme partout dans le continent sont des actualisations sémanales. On fait aussi une campagne pour trouver l'égalité des genres dans l'Union africaine, premièrement, et après partout dans le continent. Euh, et aussi, comme je dis, je suis la créatrice de Find Afrique, qui est une plateforme qu'on travaille avec. On travaille pour partager des informations sur le continent. Ça veut dire de la langue, la culture, la connaissance. Alors que moi aussi, je fais des webinaires, des discussions. SO, il était avec moi, qu'on a parlé sur la genèse africaine avant. Et c'est un projet qui c'est surtout, on fait aussi des activités sémanales, par exemple, par mois, quand on cherche des jeunes et des gens qui sont africains pour parler sur sa culture et on partage la connaissance virtuellement. Avant le Covid, je le fais en Éthiopie avec sur la culture qui s'en était là, l'expatriate. Mais avec le Covid, j'ai dit que c'est meilleur de le faire virtuellement. Comme ça, les jeunes partout dans le continent et la diaspora, ils peuvent aussi connecter et être là. Merci beaucoup. Annie, merci beaucoup. Raïssa, vous, je vous connais physiquement. Nous avions travaillé depuis plus d'une demi-décennie sur beaucoup de projets. Vous êtes responsable de programme et vous êtes consultante également dans plusieurs structures et principalement aujourd'hui, vous êtes sur la casquette de l'ONG Jeunes vers Togo. Allô? Allô? Allô, Alice, je ne te reçois pas. Allô? Excusez, c'est moi ou bien personne ne parle au fait? Non, je parle, mais il reste Alice. Alice doit continuer. Non, là, je vais me reconnecter. C'est Madame Maïté Ogoya, de l'ONG la responsable programme. Et c'est une ONG qui travaille sur plusieurs domaines, et concernant les changements climatiques, nous permettons aux communautés vulnérables de mieux s'adapter et de mieux faire face aux changements qui à travers des pratiques de développement communautaire. Récemment, nous travaillons avec les banques de communautés du nord du pays pour les permettre d'être autonomes à travers des dans le département, dans le projet,
sensibilisant également les jeunes sur la travail de On entend difficilement, excusez-moi encore, hein. Ok, d'accord. Le volume n'est pas bon. Tu dois crier, tu dois parler plus fort. Allô? Oui, je pense que c'est mieux, quoi. Ok, là, je m'appelle Raïssa Ouéa. Je vais reprendre vite fait. Je suis chargée de programme à l'un des jeunes vers Togo. Je vais intégrer dans plusieurs domaines, notamment le changement climatique. Et nous permettons aux communautés les plus vulnérables de mieux faire face au changement climatique, de mieux s'adapter à travers des projets de développement. Et que le financement, l'octroiement, pardon, des microfinances pour les femmes et quoi, des projets de développement Oui, dans la plupart des cas. Ensuite, nous sensibilisons également les jeunes sur la question du changement climatique. En gros, c'est ce que nous faisons, le développement communautaire, les projets de développement communautaire et des situations pour la merci beaucoup, Raïssa. C'est avec attention, si ça a coupé de temps en temps, mais je vous ai suivi. D'emblée de jeu, je vais donner la parole d'abord à Tchèque de nous parler de la réalité du coronavirus, d'abord en Côte d'Ivoire, si bien que c'est une pandémie. Et dans certaines communautés, les gens sont dubitatifs en ce qui concerne la réalité de cette pandémie. Donc, de nous dire si les réalités que nous avons aujourd'hui ici, si ça se vit là-bas, aujourd'hui en venant pour cette conférence, dans la circulation nuit été, les interventions des forces de l'ordre anti-pandémiques, les gens sont vraiment sans les bavettes. Comment vous vivez la pandémie en Côte d'Ivoire? Encore une fois, merci encore. Et il faut dire que c'est la même réalité encore, hein, que ce soit, en tout cas, sur notre topic en Afrique. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aussi, euh, pour nous qui sommes un peu dans la capitale, Abidjan, euh, certaines mesures sont plus ou moins respectées. Ben après, quand, quand ce n'est pas quand même le cas de manière générale, c'est inquiète. Et justement, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons pris sur nous ce combat-là, à savoir porter l'information aux plus jeunes, au fait. Parce que c'est vrai ils sont moins vulnérables. Ben, on s'est dit que si on leur porte les bonnes informations, ils peuvent aussi sensibiliser les parents un peu plus âgés qui sont assez dubitatifs sur la chose. Et justement, depuis 3 ans, dans le sens même justement du changement climatique, nous avons adopté cette stratégie-là. Et aujourd'hui, depuis la pandémie du coronavirus, qui a beaucoup impacté aussi sur nos activités, on se retrouve encore avec ces mêmes enfants, toujours animés par l'esprit de curiosité et l'esprit de vouloir savoir. Et donc, nous, ça nous permet aussi de continuer toujours ce combat, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous prends encore juste au mot. Maintenant, est-ce que des enjeux sur vos activités, quel enjeu la pandémie a eu sur vos activités ou quels sont les enjeux auxquels vous vous êtes confrontés? Oui, effectivement, la pandémie a eu beaucoup d'enjeux. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, pour le problème ou pour les luttes du changement climatique, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un problème global. Et déjà, principalement, depuis ces 5 à 8 dernières années, on a vu comment les luttes en faveur du climat comment les luttes en faveur du climat se sont multipliées avec des actions de grande envergure, de masse, des actions de grassroots. Et principalement, ça demandait beaucoup de personnes.
ben, indirectement, aujourd'hui, avec le coronavirus, tout ça a été freiné. Donc, en termes d'impact, ça a été un gros impact, en fait. Parce que pour les personnes incrédules qui ne croient pas encore, qui ne croient juste pour aujourd'hui, qui ne croient pas au changement climatique, le seul moyen de les amener à croire, c'est de faire des actions de masse. Ben, aujourd'hui, le coronavirus est venu arrêter ça. Et l'alternative pour les pays développés, c'est qu'ils utilisent le digital. Ben, chez nous, en Afrique, tout le monde n'a pas accès au digital. Et donc, c'est un peu tous ces impacts-là. Et quitte à faire aussi de la proximité avec les populations, ce n'était pas aussi le cas. Ben, nous, on a continué encore parce que même en cette pandémie de coronavirus, il y a eu de nouveaux types de déchets qui, qui constituaient de nouveaux types de pollution encore. Et donc, on a été au front, quitte à pouvoir déjà commencer par distribuer des sacs plastiques aux populations pour mieux disposer de ces déchets-là afin de les préserver de la maladie. Et à côté aussi, continuer toujours la sensibilisation par l'éducation avec les plus jeunes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anela. Oui, je suis là. Anne, je veux m'adresser à vous. Vous êtes là. De manière succincte et brève, parlez-nous un petit peu de comment la pandémie de coronavirus ou bien COVID-19 est vécue dans votre pays. Alors, au début, ça a été vraiment, la réponse du gouvernement était pas brusque, était pas vite, alors qu'on a souffert un peu avec la pandémie. Mais maintenant, on a seulement 14 cas positifs et actifs dans le pays. Et parfois, il y a des jours qu'on ne trouve pas le cas. Alors on peut dire que c'est vraiment mieux maintenant, après 6 mois de pandémie dans le pays, parce que Sao Tomé et Principe, c'était le deuxième dernier pays à s'infecter avec la pandémie. Et on a fermé notre frontière et tout ça. Mais le problème, c'était les métiers informels. Les gens qui vendent à le marché, les gens qui vendent dans la rue. Par exemple, le gouvernement, il a mis une mesure de fermer le marché l'après-midi. Ça veut dire que les gens doivent vendre seulement le matin. Et ça, ce n'est pas suffisant. C'était une mesure pour éviter la contamination du Covid, mais ça a définitivement affecté la population et l'économie aussi du pays. On a fermé l'église, les hôtels, tout, les écoles aussi. Mais maintenant, nous sommes dans le moment d'ouvrir tout le métier, tout le business et les écoles aussi. On a commencé avec les écoles et la mesure à place, ça veut dire que on va chaque clan, ils vont avoir 10 personnes maximum, 10 étudiants maximum, et chaque groupe, c'est seulement là-bas pour 4 heures. Ça veut dire qu'on a 4 groupes par jour. Merci beaucoup. Je voulais même... Anne, je veux juste encore ajouter quel a été l'enjeu principal que cette pandémie a eu sur vos activités. Donc, une activiste, vous êtes encore une acteur de la société civile. Quel est l'impact réel que ça a eu sur vos activités? Sur mes activités, parce que je ne t'écoute pas très bien. Tu dis sur mes activités, non? Les enjeux, oui, les enjeux auxquels vous vous êtes confrontés, comme tantôt je le demandais à mon collègue, confrère de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était comme je dis avant, c'était parce que je ne peux pas faire des activités sur place et toutes les activités, ça devient online, virtuellement. Ça, c'était le premier impact et aussi l'impact de l'Internet. Pas tout le monde a accès à l'Internet. Ça veut dire que ça
comment on dit ça, ça prévenir l'accès à l'Internet et des informations que je partage, par exemple, avec beaucoup de gens. Et ça, c'était le principal problème que j'ai trouvé. Et aussi avec les cours que je donne aussi sur l'Afrique, beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à ça à cause de l'Internet, parce que beaucoup de gens vivent dans la ville ou pas dans la ville. Et aussi, c'est cher d'acheter de data. Merci beaucoup, Raïsella. Si Raïsella, je vais être 2 mots de votre part. Comment la pandémie est vécue dans ton pays, notamment le Togo, et enchaîner en même temps avec l'impact ou l'enjeu que cette pandémie a eu sur vos activités. Ok, merci beaucoup, Alikoé. COVID-19, au début, c'est-à-dire en mars, c'était vraiment compliqué pour nous. Mais heureusement, maintenant, les mesures barrières qui ont été adoptées, c'est-à-dire et les restrictions de déplacement sont allégées. Actuellement, nous sommes à 48 décès, 334 cas actifs et 1743 cas confirmés. Donc, l'impact que cela a eu sur nos activités, on peut dire qu'il y a eu 3 impacts pour nous financiers parce que vous savez, nous sommes une ONG, là, dont la première, eux, ils disent très mal les choses qui a vraiment ralenti le temps. Donc, au niveau de nos activités également, il y a une part, on a des reports, on a reporté de nos activités. On a reçu nos déplacements, on a fait recours de nos activités. Généralement, c'est ça, l'activité humaine, la communication avec la communication face à face avec les communautés est très voilà, nous avons quand même utilisé certaines moyens de télétravail. C'est pas évident en Afrique d'utiliser ça parce que la connexion Internet, comme vous pouvez le constater actuellement, n'est pas vraiment. Et tout le monde n'est pas comment je pourrais dire ça, n'est pas familier à ce genre de travail. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à l'impact de la pandémie. Merci beaucoup, Raïssa. Nous avons juste encore une dizaine de minutes parce que nous devons finir à 17h moins et quart. La dernière question, mon ami Traoré, vous êtes là, vous me suivez? Oui, je suis là, je vous suis. Merci beaucoup. Avoir le temps que la crise a déjà fait, a pris pour être à ce niveau. Et tout récemment, nous avions appris qu'il y aura encore un reconfinement en France et les pays africains qui sont vraiment très vulnérables. Si en France, il y a un nouveau reconfinement, ce n'est pas en Afrique que nous allons dire qu'il n'y aura pas. Donc, j'aimerais savoir comment nous pouvons arriver à avoir une adaptabilité, genre nous devons nous adapter et quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, toujours garder notre développement de nos pays respectifs. Je vais parler des questions d'adaptabilité. Merci. Moi, je pense que vraiment la meilleure solution, c'est la résilience. Et nous qui sommes aujourd'hui engagés dans le problème du changement climatique, depuis, on ne fait que crier la résilience. Parce qu'aujourd'hui, la résilience, c'est l'adaptation de l'homme à pouvoir, je dirais quoi, s'adapter, à pouvoir comprendre aussi son environnement. Et la pandémie du coronavirus aussi est venue carrément nous mettre au pied du mur, en fait. Donc, on n'a plus de grand choix à faire que de s'adapter. Voilà. Merci beaucoup. Anne, qu'est-ce que vous pensez en matière d'adaptabilité, de s'adapter face à la pandémie?
Le confrère de la Côte d'Ivoire parlait de la résilience. Alignez-vous aussi sur ces idées? Je crois que c'est les soutiens, premièrement, des organisations locales et de l'Union africaine et du gouvernement. Ça, c'est important parce qu'on a vécu beaucoup d'augmentation de la violence domestique, par exemple. Et ça dépend des soutiens que tu as dans ton pays, des organisations et des personnes qui sont au haut de toi pour t'aider à, comment on dit ça en français, à sortir de cette situation. Alors, je dis que c'est les soutiens, premièrement. Merci beaucoup. Raissa, pour faire face à la pandémie coronavirus COVID-19, Anne dit c'est le soutien. Il y a Traoré qui dit la résilience. Que proposez-vous? Et moi, je m'aligne sur les deux points. Le monde ami de la Côte d'Ivoire a raison, il va falloir qu'on s'adapte. Le problème est déjà là, on ne peut que faire face à ce problème. Et je l'ai dit tantôt, qu'à Jeune Vert, nous avons déjà pris des mesures par rapport à ça. On a initié le télétravail et chacun essaie tant bien que mal de trouver une connexion moins chère et travailler pour pouvoir travailler à distance. Nous avons également réduit nos déplacements par rapport à nos activités. Nous avons reprogrammé, nous avons essayé de recruter des bénévoles parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir fournir ça. Nous avons fait appel aux bénévoles. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons encore 5 à 6 minutes. Mais un panéliste voulait savoir, il voulait savoir quand il m'a, comment l'appelle-t-on, écrit en privé, que c'est comme ça les problèmes de changement climatique ont commencé. Nous n'avons pas pris ça au sérieux et à l'heure où nous sommes, du jour au lendemain, nous n'allons pas dire que les changements climatiques vont finir. Maintenant, faisons un lien, un corollaire avec la pandémie. Est-ce que du jour au lendemain, la pandémie, c'est-à-dire on trouvera des remèdes, à la pandémie? Comment l'appelle-t-on? Je donne la parole à mon ami, mon confrère de la Côte d'Ivoire. Allô, excusez-moi, parce que je suis en train de descendre du boulot, en fait. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour communiquer. Allô? Oui, je vous suis. Un panéliste voulait savoir si d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, d'ici une année, on trouvera du remède à la pandémie ou finalement nous allons faire avec éternellement. Comme ça, éviter le... Moi, je pense que le problème de coronavirus, c'est un problème auquel il faudra qu'on s'adapte, au fait. Parce que quand on suit l'actualité depuis ces 6 mois, vous entendez qu'il y a des cas, il y a des personnes qui tombent malades, qui guérissent, il y a des personnes qui tombent malades, qui meurent, il y a des personnes qui tombent malades, qui guérissent, qui rechutent. Je dirais que c'est une nouvelle maladie. Et un peu réellement, tout ça, c'est dû encore au changement climatique. Et dans mon intervention, j'ai parlé de résilience. Et si d'ici 3 à 6 mois, est-ce qu'il faille qu'on reste encore avec le coronavirus? Je dirais qu'encore, il faut, même si c'est le cas, il faut qu'on adopte la résilience. Voilà. Ok, merci beaucoup. Anne, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous nous avez écrit que vous voulez parler à quelqu'un ou, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui veut intervenir. Exactement. J'ai vu quelqu'un qui veut la parole, je crois. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Ok. La personne est là, il nous suit? Oui, coordonnateur national, quelque chose? Je peux voir ça? Si tu peux voir, ça dit coordinateur national et WS. Ok. Oui, un coordonnateur national, voilà. Oui, vas-y, Félix.
Félix Adenika, oui. Coordonnateur national, je suis au Bénin. Je vous félicite pour l'initiative, mais je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que je m'attendais à apprécier l'impact réel de la pandémie sur les activités des OSC africaines. Je vous donne un exemple. Toutes nos ONG, en tout cas ceux qui sont dans l'environnement, dans un secteur bien déterminé, ont réorienté leurs activités avec la pandémie. Moi, je suis sur l'hygiène et l'assainissement et je peux vous dire, la pandémie de la COVID-21 est une catastrophe, elle est dramatique, mais aussi c'est une opportunité. Et une opportunité pour faire en sorte que les problèmes environnementaux soient relevés dans l'ordre prioritaire. C'est une opportunité aujourd'hui pour que les gouvernements puissent prendre conscience de ce que nous disons depuis 10 ans. Je vais vous donner un exemple. Le lavage des mains à l'eau et au savon, on a crié, on a tout fait, on n'a pas été accompagné. Maintenant, c'est devenu nécessaire et c'est les gouvernements même qui ont pris des mesures pour que ça puisse se faire. Voilà les impacts de la COVID, les impacts négatifs. Vous savez, pour la COVID-21, le traitement est médical, mais la prévention, c'est l'hygiène et l'assainissement. Et donc, c'est sur ces points-là qu'il nous faut agir, c'est sur ces points-là qu'il faut attirer l'attention des gens que la société civile a un rôle important à jouer et joue déjà ce rôle-là. Il faut les valoriser, le rôle que nous jouons, pour que, avec la pandémie, après la pandémie, s'il va y avoir un après, puisqu'on a appris à vivre avec cette pandémie maintenant, pour que notre rôle, nos actions puissent être mieux valorisées. Voilà un peu ce que je vais apporter. Et j'aimerais qu'on aille dans ce sens pour capitaliser tout ce que nous faisons pour que les gens sachent que la société civile africaine joue un rôle important dans tout le dispositif institutionnel. Merci. Je pourrais rebondir rapidement. Merci beaucoup, coordonnateur. Vous nous étiez dans nos ménages. Vous avez dit, allez-y. Ce que je voulais, j'ai vraiment apprécié l'intervention du coordinateur, mais ce que je voulais dire aussi, ajouter à cela, c'est que le trop plein d'hygiène, c'est un problème aussi pour l'être humain, en fait. Parce que notre corps a besoin de développer des anticorps. Alors, quand il y a trop de propriétés, ce n'est pas le cas. Et généralement, chez nous, en Afrique, on a toujours vraiment ces problèmes d'hygiène-là. Mais je pense que Dieu est en Afrique, en fait. Qu'est-ce que vous appelez trop plein d'hygiène? Non, quand je dis trop plein, je voudrais dire on a trop de mauvaises habitudes contre l'hygiène, au fait. Voilà. Parce que moi, je prends par exemple mon cas, comme je dis, moi, j'ai travaillé dans le recyclage et principalement aujourd'hui, mon ONG fait des actions dans le sens de l'assainissement et de l'hygiène. Et il faut dire que c'est pas le fait qu'on conçoit que la propriété est 100% positive, mais je dis déjà de manière scientifique, il est dit que l'homme ou l'organisme humain a besoin aussi de pouvoir développer des anticorps. Alors qu'on développe des anticorps quand il y a de l'intrusion. Donc, à quelque part aussi, là, il faut aussi savoir faire le juste milieu, moi, je pense. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes, ne serait-ce que par le lavage de mains, ils ont des problèmes cutanés. Bon, comment ils font, par exemple, sur ces dernières personnes. Bon, voilà, quoi. Je dis encore... Je ne vous arrête pas. Vous savez, il est fondamental qu'on puisse respecter le lavage de mains dans des moments critiques. Et il y a 5 moments critiques. En dehors de ça, ce n'est pas scientifique, c'est même dans nos cultures africaines. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est dans notre culture d'être propre. Vous me direz, la propriété, elle est relative, mais il y a un minimum. Ouais, même la religion, la base de la religion, c'est là. Pour entretenir la santé, pour l'immunité collective, il y a une base minimum. Maintenant, quand vous parlez... Un instant, le débat, un instant, j'ai la parole, je peux avoir la parole. Je peux avoir la parole? Allez-y. Merci beaucoup. Le débat devient vraiment très intéressant et je pense que nous n'allons pas nous tirailler. Nous sommes toujours dans la même vision, nous avons toujours le même objectif. Et ce que notre ami de la Côte d'Ivoire est en train de dire, que le trop plein d'hygiène aussi n'est pas bien en soi, je ne pense pas qu'il est
en train d'aller en déphasage avec l'idée que vous développez. Mais en Afrique, par exemple, aujourd'hui, nous savons combien de fois la question d'hygiène est propre à nous. L'eau potable que nous autres nous appelons eau potable ici, dans mon village, avec mes parents, quand nous venons dans la grande ville, l'eau là n'est pas l'eau potable pour eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait, moi je vous comprends parfaitement. Nous sommes tous vraiment dans la même logique et j'approuve votre intervention. Mais je suis vraiment 100% d'accord avec vous pour dire, c'est l'autre volet de la chose, hein, c'est l'autre aspect de la chose qui n'a pas été peut-être développé. Moi, je prends pour exemple d'autres structures de la société civile aujourd'hui, avec la pandémie, ont mis la clé sous leur paillasson. C'est aussi des conséquences, ont mis la clé sous leur paillasson. Même en temps normal, ce genre de conférences en ligne, nous n'avions pas été vraiment imbibés de ça. On entendait parler sous d'autres cieux. Mais avec la pandémie aujourd'hui, je pense que ce sont des innovations, ce sont des questions d'adaptabilité dont nous sommes en train de dire ici. Donc, j'approuve l'idée des uns et des autres. Et vu que nous sommes vraiment par le temps, ces initiatives, je pense que nous allons discuter en amont avec ESSOR, avec l'initiateur, avec l'ONG Jeunes Verts Togo, pour qu'on puisse les multiplier de temps en temps, nous puissions vraiment nous rencontrer. Et peut-être, qui ne sait jamais, après la pandémie, dans cette initiative, on pourrait se voir, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, pourquoi pas à Sao Tomé. On peut aller, merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne, tu avais la parole, tu voulais dire quelque chose ou Anne, tu as la parole. Allô? Oui, Anne, tu as la parole, tout le monde te suit, tout le monde te suit. Nous avons une doléance, on peut aller jusqu'à 17 h. Donc, pour dire que nous avons encore 11 minutes, on a encore 11 minutes. Donc, j'aurais donné la parole tout à l'heure aux participants. Et s'ils ont des questions à poser, nous allons d'ici 5 minutes et après nous aurons les mots de fin. Donc, Anne, tu as la parole. D'accord. Toujours les trucs que je parlais de soutien. Je crois qu'il faut soutenir la femme beaucoup plus des petites filles qui sont toujours à la maison à cause de l'école qui sont fermées pendant 6-8 mois parce que ça devient un problème continental qui, comme je dis, la violence domestique a augmenté et aussi la violence sexuelle a devenu quelque chose de vraiment normal et préoccupant parce que je crois que c'est une priorité maintenant de parler sur ça, de peut-être faire des campagnes partout parce que les parents, ils savent comment être avec les enfants à la maison parce que je sais que c'est vraiment fatigant, mais il faut savoir comment on fait ça et donner les soutiens aux filles qui sont là à la maison pour dire qu'elles ne sont pas toujours toutes seules. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. J'ai noté ici M. Amouzou qui a une question. M. Amouzou, vous avez la parole. M. Amouzou est là. M. Amouzou est parti. Ah, M. Amouzou est parti. Donc, je pense que nous allons aller. Raissa, j'avais vraiment très soif de t'écouter. Raissa, tu es là? Je suis là. OK. Voilà le débat. Voilà, tout a été noté. Entre-temps, notre coordonnateur du Bénin a souligné un point vraiment qui est très crucial. Je veux vous écouter. Par rapport à... Oui, par rapport, bien évidemment, au domaine d'action du coordonnateur qui touche du doigt la question d'adaptabilité de la pandémie. Effectivement, je pense que la crise sanitaire aujourd'hui, de vous à moi, est-ce que oui, est-ce qu'aujourd'hui, avec les systèmes de lavage de mains, avec oui,
Alors, Tu Aïssa. peux y aller, oui, je t'écoute. Ok, justement, il faut savoir, vous savez, d'emblée de jeu, que le système de lavage de main est unique inédit dans le quotidien de nous, Africains, que nous sommes. D'abord, il y a question de disponibilité aujourd'hui en Afrique. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas vraiment de l'eau. Là, vu que la pandémie est arrivée où on nous oblige à laver, est-ce qu'avec, comment on appelle cette manière de faire, sous forme de remède, comment l'Africain pourra faire face? Merci beaucoup. Moi, je rejoins l'avis de mon confrère président. Je pense que c'est le seul geste simple qu'il faut pouvoir faire pour éviter Un souci, nous avons un souci, nous avons un souci. Allô? Oui, vas-y, vas-y. Oui, je disais que c'est primordial. Je rejoins ce qu'a dit mon confrère Benoît. C'est primordial de promouvoir ce système d'hygiène, de lavage à main pour faire face à cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on nous parle de vaccins, de tout, mais on ne voudrait vraiment pas arriver jusque-là. Donc, il va falloir que chacun prenne des mesures, c'est se laver les mains. Au moins 10 fois par jour, si c'est le cas, on doit le faire, porter les masques et respecter les mesures de distanciation pour pouvoir éviter d'en arriver au pire, quoi. Même si la gestion de l'eau en Afrique est assez compliquée, il va falloir que nous, organisations de la société civile, nous faisons des innovations dans ce sens pour permettre de ne pas gaspiller de l'eau dans ce sens-là et utiliser rationnellement cette ressource pour faire face à cette Merci beaucoup, Raïssa. Monsieur Assou Jean-Claude a une question à tous les conférenciers. Merci beaucoup. Il a précisé à tous les panélistes, même les participants. Il voudrait savoir, je me résume, qu'avec la pandémie, comment le domaine de l'informel va vraiment faire face, surtout dans les ventes. Si nous prenons par exemple Omo, au niveau de Annie, qui nous disait que dans leur pays, les marchés sont ouverts uniquement dans la matinée. Mais vous savez qu'il y a des marchés où c'est peut-être l'après-midi que ça bat son plein, que ça s'anime. Maintenant, dans ça, au bord de la route, ceux qui vendent les beignets, les botocoins et consorts, c'est peut-être dans la nuit, dans l'après-midi. Maintenant, comme il y a cette restriction, comment ceux-là qui sont du secteur informel vont beaucoup plus sortir? Pour exemple, les 3 mois de pandémie et de confinement que le Togo a eu à faire, je peux témoigner, nous avions été soutenus par l'État. L'État togolais a alloué des fonds, surtout au secteur informel. Donc, je peux dire que c'est déjà une mesure d'accompagnement. Sauf que cette mesure n'a pas du tout été pérenne. Cette mesure n'a pas du tout continué. Ça s'est stoppé au niveau du déconfinement. Donc, les autres, je donne la parole au coordonnateur du Bénin. Merci beaucoup. Vous savez, dans cette histoire de Corona, on pourrait même revenir prochainement sur le thème inégalité dans la réponse à la COVID. Et pour dire un peu, on a dit le lavage des mains à l'eau et au savon. Notre frère Assou Jean-Claude peut vraiment faire. Coordonnateur, vous êtes là? Oui, monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Oui, j'étais en train de répondre. Je dis, on pouvait intituler le prochain webinaire « Inégalité dans la réponse à la COVID-19 ». C'est pour dire que malgré les mesures prises par les gouvernements, on ne pourra pas toucher tout le monde. Et vous avez parlé d'adaptabilité, de résilience. S'il y a des contraintes, on est obligé de s'adapter à ces résiliences-là.
il y aura toujours une inégalité. Je vous prenez par exemple le lavage des mains à l'eau et au savon qu'on a voulu généraliser et on sait que moins de 75% de la population a accès à l'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait des 25%? Pourtant, on exige le lavage des mains. Voilà le prochain combat que nous devons essayer de pousser les gouvernements à faire en sorte que l'accès à l'eau soit universel. C'est le minimum qu'on puisse réclamer au niveau du gouvernement parce que l'eau, c'est la vie. Je n'ai pris que ce simple exemple. Il y a d'autres choses qui frappent, surtout le milieu informel qui caractérise près de 90% des transactions en Afrique. Là-dessus, il y a un travail à faire, mais aussi c'est personnel, il faut qu'on puisse s'adapter. Si vous n'avez pas accès au marché et la nuit, il faut peut-être manger ce que vous allez acheter la veille. Il faut qu'on s'adapte. On sait que ce temps-là va passer, mais aussi pousser les gouvernements à s'intéresser à ceux qui n'ont pas de ressources. Il est important qu'on puisse avoir un programme spécial pour les indigents, pour les personnes défavorisées, pour les personnes avec un handicap. On doit les adresser, on doit faire quelque chose pour ces personnes-là qui n'ont pas de ressources, quelle que soit la manière dont on va aborder la problématique. Voilà un peu ce que je peux dire pour résumer. Je vous prends au mot, vous avez quelques secondes pour votre mot de fin. Nous avons 2 minutes pour finir la conférence. Monsieur le coordonnateur, vous avez 2 secondes. Oui, j'ai dit, je vous félicite, je vous remercie pour cette initiative, mais il faut qu'on puisse aller au-delà pour qu'on puisse tirer les conclusions. Je vous prie de faire une synthèse de 2 ou 3 choses qu'on peut retenir de ceci et pour qu'il y ait suivi. Si c'est un appel qu'on lance au gouvernement, si c'est un appel qu'on lance aux ONG pour être plus performants, pour que le gouvernement puisse nous écouter, je souhaite que vous puissiez faire la synthèse et donner 2 mots caractéristiques de ces 2 heures que nous avons passées ensemble. Merci beaucoup. Si vous voulez, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire ça, mais il faut qu'on retienne quelque chose de cette rencontre. Merci beaucoup, c'est noté. Vous n'avez pas parlé à une oreille sourde. Mon ami de la Côte d'Ivoire, Traoré Tchèque, 2 secondes. Merci. Sinon, moi, je dis merci encore pour cette initiative. Et vivement qu'on puisse sûrement en avoir d'autres encore pour mieux échanger et mieux apprendre de tout un chacun. Merci encore. Et surtout, n'oublions pas de porter nos masques et puis de continuer toujours la prévention et la sensibilisation pour les bons gestes en faveur de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Annie, vous avez 2 secondes. Alors, je vous remercie vraiment pour l'invitation et j'espère que vous pouvez inviter les autres pays aussi, qu'on peut savoir un peu plus de notre personne et aussi qu'on continue à voir aussi la côté positive aussi qu'on a dans le continent. Parce que toujours on parle de la part négative, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi positives. Merci. Raissa, vous allez faire exactement comme Annie. Ok, d'accord. Je remercie Geneviève et la première pour ce webinaire. Alors, pour être certain, je dirais que nous ne savons pas quand cette crise va finir. Nous sommes en train de nous adapter. Donc, il va falloir que nous rencontrions notre système immunitaire pour pouvoir faire face à cette crise. Et en ce sens, l'Université de Lomé a déjà quand même mis en place, a déjà fait des recherches pour renforcer le système immunitaire de tout le monde, toute la population congolaise. Je remercie encore les partenaires et essayons de prendre, de mettre en place des mesures barrières pour pouvoir la Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que je ne donne la parole aux organisateurs, notamment à Esop et Dessi, j'avoue que c'était avec une euphorie, c'était une gaieté au cœur que j'ai été appelé à venir animer cette conférence, si bien que c'est virtuel, on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas, mais déjà avec nos voix, on peut définir beaucoup de choses. Désolé encore une fois pour, comment l'appelle-t-on, la connexion qui n'a pas marché dès le début, de part et d'autre, mais c'est l'Afrique et c'est tout ça qui fait que nous luttons, nous battons pour qu'un jour nous puissions aussi nous égaler à l'Occidentaux, et pourquoi pas peut-être à la Chine.
Donc, c'est une euphorie du cœur que cette initiative peut se pérenniser encore. Donc, toutes les recommandations, toutes les suggestions ont été vraiment notées, c'est été pris en charge. Donc, Essor, vous avez la parole. Vous avez la parole. Monsieur Essor est là. Donc, Essor n'est pas là. Un mot de fin qui nous revient. Allô? Ah, Raissa, vous voulez prendre la parole? Non, allô. Ça va, ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais lire quelques interventions. Ici, il y a Koné nous dit prenons soin de nos cadres de vie pour éloigner le virus. Il y a notre intervenant qui nous dit merci à tous les panélistes pour cet échange. C'est vraiment satisfaisant, ça ne fait que gain au cœur. Quand vous faites une activité, on vous remercie. Je pense que c'est bon. Merci au plus profond de mon cœur à tous les participants d'avoir gaspillé vos temps, vos énergies, vos connexions pour pouvoir chaque mois un webinaire. Et je tiens également à remercier les collègues du Bénin et qui d'ailleurs nous a donné même un thème. Nous allons essayer de réfléchir pour voir comment préparer un webinaire par rapport à ce thème. Ce qu'il faut dire, c'est que cette pandémie va durer aussi longtemps que possible. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, nous devons être conscients de cette situation. Et nous devons également essayer de trouver des alternatives pour pouvoir mieux s'adapter et pour pouvoir au mieux continuer nos activités, pour pouvoir au mieux être proche de nos communautés, pour pouvoir vraiment leur apporter des solutions. Je pense que c'est quand même assez important. C'est dans cette visée d'ailleurs que nous avons organisé ce webinaire pour pouvoir analyser la situation de façon générale et puis voir quelles solutions on peut apporter. Nous allons réitérer ce webinaire pour peut-être trouver des solutions assez concrètes et pour satisfaire l'ensemble des acteurs de la société civile. Encore une fois, merci à tout le monde, merci aux modérateurs et également merci à tous les partenaires. À plus. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre première série d'activités de ce soir.